Merci beaucoup, monsieur Olivier, la présentation. Pour commencer, déjà pour amorcer un peu le débat, je vais déjà commencer par me présenter. Je suis Raphaël Huet de l'association Survie, Survie Barin. Le terme Survie, c'est une association nationale. Et nous nous sommes ici une antenne locale. Alors, je peux vous dire à peu près quels sont les objectifs de notre association. Survie, donc, c'est une association qui lutte contre la France-Afrique. La France-Afrique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un réseau politique, économique et militaire qui est tout à fait opaque, qui a été instauré à l'époque de Gaulle. Et nous, donc, dans Survie, on lutte contre cette France-Afrique-là. Et notre objectif aussi, c'est de promouvoir la transparence de la politique étrangère française en Afrique. Et aussi nous luttons contre le néocolonialisme et la défense des droits humains. Au quotidien, Survie a le devoir de sensibiliser le public. Donc, on a par des enquêtes, on met des enquêtes, on a des publications avec pas mal de livres, des experts dans beaucoup de domaines. Et aussi nous menons des actions militantes, justement aussi, dans le même objectif. Alors, donc après avoir entendu votre discours, vous m'entendez là? Oui. Juste un instant. Alors, j'aurais quelques questions, plutôt une question à vous poser. À quelle heure on mange? Alors, je dirais donc dans votre livre, donc, Orados coloniaux français, donc, vous montrez que certaines violences de la période coloniale restent largement absentes du récit national français, alors que le massacre d'Orados sur Glane est devenu un symbole central de la barbarie de guerre. Alors ma question est la suivante. Selon vous, qu'est-ce qui explique que ces massacres coloniaux restent encore aujourd'hui si peu présents dans la mémoire collective française? Je ne sais pas comment on fait, je prends plusieurs questions en même temps, je réponds immédiatement, c'est comme vous voulez, je suis un démocrate sincère et donc évidemment la règle majoritaire. Comme vous voulez, comme dirait l'autre. Je pense que la plupart d'entre vous... Ouais, j'ai un micro là-dedans. Je te filme un peu. Oui. Je pense qu'il vous sera apparu, comme à moi, je suppose, que les méthodes énoncées là, à l'instant, de la guerre contre-révolutionnaire se poursuivent sous nos yeux, en Palestine, aussi bien du point de vue de ce que fait l'armée israélienne, bizarrement appelée Tsahal, force de défense, vous voyez la défense, le génocide, oui. Et aussi les colons qui maintenant n'hésitent pas à tuer des Palestiniens, c'est arrivé là, ces derniers jours, pour s'emparer des champs, des biens, faire peur aux autres pour qu'ils s'en aillent et pour qu'il y ait enfin Eretz Israël, le grand Israël, mais qui va sans doute s'étendre au sud du Liban, à un morceau de la Syrie, à un morceau de l'Irak, que sais-je encore. Je sers à... Oui, vous avez beaucoup centré votre étude sur l'Algérie, mais il y a eu Madagascar, mais il y a eu l'Indochine, mais il y a eu l'Afrique subsaharienne,
où les méthodes que vous décrivez ont été aussi appliquées avec la même détermination. Donc voilà, c'était ce point-là sur lequel j'aurais souhaité vous entendre. Merci. Moi, c'est pas une question, je voulais juste vous remercier déjà pour la présentation remarquable de votre exposé. Et je voulais juste signaler le documentaire en 2 parties réalisé par Pascal Blanchard, Décolonisation du sang et des larmes, qui est passé sur France 2 en 2020, mais qu'on peut revoir sur YouTube. Alors, c'est intéressant parce qu'en en parlant autour de vous, j'ai remarqué que beaucoup de gens n'avaient pas vu ces documentaires, et je trouve qu'ils sont remarquablement faits et tout à fait complémentaires et allant dans le même sens de ce que vous avez présenté ce soir. Merci. Moi, effectivement, je rejoins Jean-Claude. J'avais par moments l'impression d'entendre un peu les horreurs de la guerre, ce qui se passe actuellement en Palestine, notamment en Gaza, en matière de déshumanisation, distraction totale, tout ce qui fait la vie, quoi. Enfin bref. Donc ma question est rapide. Comment pourrait-on expliquer en fait ce regard biaisé de la France par rapport à son passé colonial, sachant que ce regard biaisé a des conséquences aussi bien dramatiques, même jusqu'à aujourd'hui au niveau national, en matière de racisme, islamophobie, violence policière, promulgation de lois racistes, que sais-je encore. Voilà, merci. Alors, je vais essayer de répondre aux questions dans lesquelles elles ont été posées, en espérant ne pas frustrer celles et ceux qui les ont posées. Donc, pour le moment, il y a plutôt ceux qui les ont posées que celles. Alors, sur les massacres coloniaux, oui. Alors, dans mon exposé, en partie dans le livre, mais pas complètement. Je m'en suis tenu là, effectivement, au massacre coloniaux perpétré par la France en Algérie de 1840 à 19 mars 1962, mais il est clair que c'est un élément important, souvent méconnu, qui l'est moins maintenant grâce à travaux d'historiens et d'un éditeur. Il est aussi cela, je pense, au travail de Thomas Delton sur la guerre au Cameroun, puisqu'en effet, la doctrine de la guerre révolutionnaire n'a pas simplement été exportée aux États-Unis et en Argentine. La guerre contre-révolutionnaire a été appliquée par la Ve République et par celui qui, à l'époque, était en responsabilité, comme on dit aujourd'hui, dans ce genre de conflit. Pierre Messmer, grande figure de la Ve République, et notamment au Cameroun, y compris après l'indépendance du Cameroun. Les officiers supérieurs français ont effectivement, là aussi, il a encore appliqué les méthodes de la guerre contre-révolutionnaire avec déportation, massacre de masse, exécution sommaire et disparition forcée. Alors, je vais... Le regard biaisé, c'est pas le regard biaisé de la France, je ne sais pas ce que c'est que la France, c'est le regard biaisé des élites françaises, ou en tout cas d'une partie de ces élites, qui continuent d'entretenir sans fin le grand mythe impérial républicain, contre justement la somme des travaux menés depuis longtemps, que ce soit en histoire, en sciences politiques, en droit, en sociologie et en psychanalyse, sur, d'une part, les massacres et les méthodes de guerre, la guerre totale, et sur leurs conséquences pour les populations et pour les individus. La bataille, pour le dire en ces termes, la bataille pour la connaissance, elle est globalement remportée depuis longtemps, même si, évidemment, il ne s'agit pas de signifier, si peu que ce soit, qu'il s'agit d'arrêter de chercher
mais que globalement, nous en savons suffisamment aujourd'hui pour estimer en effet que ces connaissances nous permettent de qualifier de façon très précise et la nature de la guerre et la nature des crimes commis, qui sont à la fois des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Je rappelle que la disparition forcée par la grâce, et là je le dis sans aucune ironie, au contraire, le crime contre l'humanité, la disparition forcée est devenue un crime contre l'humanité en raison de la mobilisation d'un magistrat, ancien fondateur du syndicat de la magistrature après 1968, Louis Joinet, qui notamment a instruit ce qui a été perpétré au Chili et en Argentine, a mené une longue bataille pour que la disparition forcée soit effectivement reconnue comme un crime contre l'humanité, et par conséquent, quand bien même la qualification est intervenue après la guerre d'Algérie, nous sommes parfaitement en droit de considérer que cette qualification est parfaitement adéquate pour caractériser les crimes commis en Algérie. De même que la catégorie politico-juridique de génocide n'a été forgée qu'en 1945 par Raphaël Lemkin, nous sommes parfaitement légitimes à considérer, par exemple, puisque Raphaël Lemkin y était particulièrement sensible, que ce qui a été perpétré en Turquie à l'encontre des Arméniens doit être qualifié de génocide. Et Raphaël Lemkin était particulièrement sensible à cela parce qu'il connaissait l'événement. Et nous sommes également parfaitement légitimes à considérer que le premier génocide du XXe siècle, qui a lieu dans les colonies du sud-ouest africain, colonie allemande, en 1904, actuelle Namibie, capitale Windhoek, est effectivement un génocide, puisque le très distingué général Lothar von Trotha reçoit en 1904 un ordre de Berlin qui comprend le terme extermination. Et ce général très distingué, qui vient, comme son nom l'indique, de la bonne aristocratie prussienne, en bon aristocrate et officier supérieur qu'il est, décide d'appliquer l'ordre à la lettre. Entre 80 000 Herero et Nama avant le début des opérations, 10 à 15 000 après. Premier génocide du XXe siècle, pour lequel d'ailleurs des représentants de l'Allemagne se sont rendus un siècle plus tard à Windhoek pour reconnaître ce qui a été perpétré un siècle auparavant et d'une certaine façon, d'une façon certaine, accorder des réparations financières. Alors, ce n'est pas la France en général, mais les élites françaises, évidemment d'extrême droite, les droites de gouvernement radicalisées qui sont très attentives à la radicalisation réelle ou supposée de certains, mais qui sont totalement aveugles à leur propre radicalisation, évidemment, et à leur propre extrême droitisation, ainsi que certaines forces de gauche ou certaines personnalités à gauche qui se refusent encore et toujours à reconnaître les crimes coloniaux. Pour ne rien dire du bloc central, c'est pareil, je ne comprends pas qu'on continue encore à utiliser la catégorie de post-vérité, alors que ce qui me semble, ce dont nous sommes les témoins atterrés ici dans l'Hexagone et de l'autre côté de l'Atlantique et ailleurs, c'est pas le triomphe de la post-vérité, mais c'est le triomphe de la contre-vérité. Je suis surpris que les journalistes continuent d'utiliser la catégorie de bloc central pour désigner ceux qui prétendent être au centre alors qu'ils sont affectés d'un strabisme divergent vers l'extrême droite sur toute une série de thèmes sécuritaires, immigration, asile et, comme par hasard, les questions coloniales, puisque celui-là même qui prétend incarner le bloc central, Édouard Philippe, pardonnez-moi, ancien Premier ministre, candidat aux élections municipales, et comme nous sommes à la veille de l'élection présidentielle et que comme les champignons après la pluie, les candidats et les candidates se multiplient, possible candidat à l'élection présidentielle si, hélas, il est élu maire du Havre. À qui Jean-Michel Apathy d'ailleurs a posé la question suivante. Est-ce que la colonisation a été un crime? Lequel Édouard Philippe a répondu d'un ton très docte, non. Et il n'a pas eu besoin de justifier le non, puisque, étant du côté de la doxa, étant du côté du roman impérial républicain, ce non se soutient, si je peux dire quasiment lui seul, et le seul fait qu'il soit énoncé par celui-là vaut, si j'ose dire, parole d'évangile, puisque ce non est adéquat à la mythologie impériale républicaine, et qu'en étant adéquat à la mythologie impériale républicaine, il est donc vrai. Triomphe du faux qui se passe et qui se présente pour le vrai. Donc le problème n'est pas celui de la France, mais celui de ses élites, qui, en effet, relativement en matière de reconnaissance, contrairement au célèbre tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple,
les élites politiques de droite comme de gauche qui voudraient nous faire croire que la France est toujours effectivement cette très glorieuse patrie qui guide non seulement le peuple français, mais bien sûr l'humanité tout entière va rester radieux. Non, c'est pas grave, vraiment, je ne me dérange pas. En matière de reconnaissance, n'est pas une locomotive, mais pas même dans le wagon que. Pour le mesurer, il suffit de faire quelques comparaisons. Je ne vais pas revenir sur l'Allemagne. Les États-Unis, depuis très longtemps, aux États-Unis, aucune entreprise de biens ou de services ne peut participer, française ou états-unienne ou étrangère d'ailleurs, ne peut participer à un appel d'offres, enfin, formulons les choses autrement, peut participer à un appel d'offres, mais si participant à cet appel d'offres, il s'avère que cette entreprise de biens ou de services a, aux États-Unis, bénéficié, si peu que ce soit, de l'esclavage, cette entreprise est alors tenue de financer et d'accorder des réparations, de financer des groupes de recherche, de travaux sur la question de l'esclavage, qui est une forme de réparation à la fois financière, politique et symbolique. Ça a concerné des tout petits établissements bancaires comme Bank of America. Et une toute petite université, mais totalement marginale, Harvard, qui a découvert, parce que c'est une tradition aux États-Unis, que les très brillants élèves qui sortent de ces très prestigieuses universités, lorsqu'ils ont réussi au regard des standards états-uniens, mais pas seulement, c'est-à-dire lorsqu'ils sont devenus très riches et très puissants, accordent aux universités qui leur ont permis de devenir ce qu'ils sont devenus des subsides significatifs. Et Harvard a découvert que, effectivement, un propriétaire d'esclaves avait accordé à cette université des fonds substantiels, et donc Harvard s'est engagé à des réparations et à, effectivement, financer des recherches sur celui-là, et des recherches destinées à poursuivre donc la connaissance sur l'esclavage tardivement aboli aux États-Unis, puisque cette abolition intervient en 1865. Il rappelé que sitôt aboli, l'esclavage est remplacé par la ségrégation qui a été abolie aux États-Unis qu'1 siècle plus tard, c'est-à-dire en 1965, et ma langue n'a pas fourché, et que cette ségrégation a été juridiquement rendue possible par un arrêt célébrissime de la Cour suprême qui a estimé que la ségrégation raciale aux États-Unis n'était pas incompatible avec les principes constitutionnels de cette vaillante démocratie. Bien. Australie-Nouvelle-Zélande. Pour des raisons similaires, le gouvernement australien et le gouvernement néo-zélandais ont accordé des réparations aux populations autochtones en raison des traitements insignes qui leur ont été infligés au cours de la conquête et de la colonisation de ces territoires. Canada. 1990, et la langue n'a pas fourché toujours. Les autorités fédérales canadiennes retirent à des populations autochtones leurs enfants pour les placer dans des institutions canadiennes à des fins de canadianisation, pardonnez-moi le néologisme, et le barbarisme. Les familles victimes de cela portent plainte devant les tribunaux, qui font droit à leur demande et sanctionnent l'État fédéral et accorde à ces familles des réparations financières à hauteur de plusieurs millions de dollars canadiens. Grande-Bretagne, les descendants de la guerre des Mao-Mao, guerre coloniale terrible menée par la très distinguée couronne britannique, au Kenya, des milliers de morts, des camps de concentration. L'affaire arrive devant les tribunaux britanniques qui reconnaissent les crimes commis, qui accordent des réparations financières. Gouvernement conservateur de l'époque, pas un ministre ne s'est prononcé contre la décision. Et le gouvernement conservateur de l'époque non seulement n'a pas contesté la décision de justice, mais a, sur les deniers de la Grande-Bretagne, alors c'est financièrement symbolique mais politiquement significatif, décidé d'ériger à Nairobi une stèle à la mémoire des victimes. Et la France 8 mai 1945, pas le début d'un début de commencement de reconnaissance, seulement quelques phrases et périphrases sur une tragédie inacceptable, une tragédie. Les dieux ont frappé à partir de 1945 en Algérie.
Ça fait partie du vocabulaire en général employé pour ne pas avoir à qualifier justement les crimes commis. C'est ce que j'appelle dans le livre une stratégie d'annomination. C'est tout faire pour ne pas avoir à nommer précisément ce qui a été commis. Tout le recours à ces grands mots, mais dont l'objectif est justement de noyer les crimes commis derrière ces grands mots par feu et par vent qui tentent à faire croire qu'on reconnaît, alors même qu'on ne reconnaît pas, puisque précisément les catégories politico-juridiques très précises ne sont pas employées. 17 octobre 1961. Les services avisés de celui qui, il y a encore quelque temps, osait se faire appeler Jupiter et le maître des horloges, alors depuis il est tombé de l'Olympe, avec quelques fracas. 17 octobre 1961, les services de l'Élysée, de celui qui fait croire qu'il est un disciple fidèle et précieux et avisé de Paul Ricoeur. Et bref. Forge ce qui est une fable élyséenne stupéfiante, que les massacres du 17 octobre 1961 sont imputables à la seule personne de Maurice Papon. Il a les épaules larges, le Maurice. Parce que qui peut croire un instant, quand on est historien, politiste, constitutionnaliste, spécialiste de la Ve République, qu'un préfet à Paris, en période de crise, agit à l'insu du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre et du gouvernement? Impossible. Et d'ailleurs, Pierre Hidalguet et ceux qui ont été témoins atterrés de ce qui s'est passé savent, dès le mois de novembre, dans Vérité et Liberté, savent pertinemment que le terrorisme d'État appliqué par Maurice Papon n'est jamais que l'application à Paris de la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire et que Papon a globalement obéi aux instructions très générales qui lui ont été données, c'est-à-dire assurer la paix et l'ordre public à Paris et dans la région parisienne en gagnant à Paris la bataille de Paris comme Massu avait gagné à Alger la bataille d'Alger. Et donc, le problème vient de cela, ce qui, encore une fois, devrait, du point de vue des gauches politiques, faire en sorte que cette question de la reconnaissance, des réparations symboliques et financières, et des restitutions, devrait être à l'agenda politique de ces formations, parce que le contraire, c'est-à-dire la réitération de discours apologétiques de la colonisation, sont à l'agenda politique de nos ennemis et de nos adversaires. Et pas de façon marginale et secondaire. Tous, de l'extrême droite jusqu'au prétendu bloc central Édouard Philippe, sont désormais d'accord sur une chose, c'est que la colonisation a été un grand moment de l'histoire de la France et que cette colonisation n'est pas un crime. Et que, compte tenu des relations que l'on sait entre la France et l'Algérie, il n'y a pas besoin d'être très grand clair pour savoir et pour se douter que dans le cadre de la concurrence exacerbée entre le Rassemblement national et ceux qui restent des républicains, la question coloniale en général et la question de l'Algérie en particulier va et risque d'être, non pas au plus haut de l'agenda politique lors des élections présidentielles, mais va être un élément politique important au moment des élections présidentielles. Le Rassemblement national ayant effectivement sorti il y a peu une affiche où l'on voit le drapeau français et le drapeau algérien, et où le Rassemblement national se pose comme celui qui doit laver le déshonneur subi par la France à la suite de la rupture des relations diplomatiques, enfin quasi-rupture entre la France et l'Algérie. Autrement dit, le déshonneur vient de l'Algérie aujourd'hui indépendante, le déshonneur ne vient pas de ce que la France a fait subir à l'Algérie entre 1840 et le 19 mars 1962. Extraordinaire retournement de l'histoire, c'est pas un retournement de l'histoire, c'est le triomphe, encore une fois, d'une vision parfaitement mythologique et parfaitement idéologique de cette affaire. Sur les méthodes de l'armée israélienne, oui, alors, quand j'ai écrit le livre, je ne pouvais pas à la fois écrire un livre sur les ordures coloniaux et en même temps écrire un livre sur la guerre contre-révolutionnaire et les méthodes de la guerre contre-révolutionnaire menées par l'armée israélienne à Gaza et antérieurement
en Cisjordanie et ailleurs, mais évidemment, en l'écrivant, et je ne pouvais pas ne pas y penser, et je ne pouvais d'autant moins ne pas y penser que dans un ouvrage antérieur, j'avais cherché à montrer en effet comment les techniques de guerre coloniale forgées par la France, et notamment les techniques de la guerre contre-révolutionnaire, de forger la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire, telle qu'elle a été forgée par les militaires français et appliquée pendant la guerre d'Algérie, sont des techniques et des méthodes et des analyses qui ont été reprises effectivement par l'armée israélienne. Et au-delà de ces techniques de guerre, que deux dispositions exorbitantes du droit commun, donc des dispositions d'exception, massivement appliquées par la France très républicaine dans ses colonies, sont aujourd'hui des techniques répressives massivement utilisées par l'État d'Israël et son armée, à savoir la responsabilité collective, massivement utilisée par l'armée française dans les années 1940 et pendant la dernière guerre d'Algérie, et massivement utilisée dans les territoires occupés et à Gaza, bien sûr, et dénoncée, et l'acquisition d'internement administratif, dont il faut rappeler qu'il est à l'origine, cet internement administratif, une technique répressive coloniale massivement utilisée par la France, avant que cette technique ne soit importée en métropole, par la grâce d'Albert Sarraut, grand ministre des colonies et ministre de l'Intérieur, et que l'internement administratif soit repris par l'État d'Israël et appliqué dans les conditions que l'on sait. Et que par ailleurs, la bataille d'Alger, alors très singulièrement, et la bataille d'Alger telle qu'elle s'est déroulée, et le film, ce qui est hélas plus tragique si j'ose dire, sont toujours, aujourd'hui encore, des modèles de guerre contre-révolutionnaire en milieu urbain, et qui ont contribué, là aussi, là encore, à inspirer les forces armées d'un certain nombre d'États, les États-Unis lorsqu'il s'est agi d'envahir l'Irak et de pénétrer dans Bagdad, et ont inspiré également les officiers supérieurs de l'armée israélienne dans le cadre des conflits et des conflits qu'ils mènent depuis très longtemps en Cisjordanie et à Gaza. Dans ce même livre, je le mentionne, mais je ne pouvais pas développer plus avant, mais je ne les ai pas oubliés évidemment, les autres massacres perpétrés ailleurs qu'en Algérie. Je prendrai simplement la période 1945-1962, en fait il faudrait dire 1965, 66, 67, pour inclure la guerre trop souvent oubliée au Cameroun. Et simplement rappeler ceci, que contrairement là aussi à la mythologie nationale républicaine, qui produit des effets comment le dire, qui produit des effets de désinformation et de méconnaissance assez stupéfiants sur la grande mythologie. 8 mai 1945, comme chacun sait, c'est évidemment la paix rétablie en Europe et la paix rétablie en France et le début dans la joie et l'allégresse de la 4e République. Et donc je fais le test à peu près tous les ans à des étudiants de Master 2, donc a priori Bac plus 5, en leur disant, vous savez ce qui s'est passé depuis 1945 ? Alors en général, petit moment de silence, avec des regards torves, l'implicites, mais cet enseignant est vraiment complètement à côté de la plaque. Nous savons évidemment ce qui s'est passé le 8 mai 1945. Donc en général, quand le silence devient trop prolongé, je dis, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé le 8 mai 1945 ? Et donc en général, la réponse, enfin monsieur, c'était évidemment la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fin de la paix, quoi, le début de la paix. Oui, donc je suis obligé de rappeler que, de l'autre côté de la Méditerranée, les choses ont pris une tournure pour le moins singulière, et que pendant que les Français s'éveillent dans la joie et l'allégresse, avec une magnifique photo de Douaneau, cet glorieux événement, de l'autre côté, les choses étaient un peu plus compliquées, c'est peu de le dire. Le bilan, le nombre de morts, entre le 8 mai 1945 et le 19 mars 1962, c'est-à-dire incluant le 8 mai 1945, la guerre d'Indochine, les massacres de Madagascar, entre 70 et 80 000 morts, les victimes de la guerre d'Algérie. Le bilan est estimé par un certain nombre d'historiens, c'est environ 1 million de morts, c'est-à-dire significativement beaucoup plus que la totalité du nombre de victimes françaises pendant la Seconde Guerre mondiale, estimé à environ 600 000. Et là aussi, et là encore, est-il nécessaire de préciser qu'effectivement, en Indochine et à Madagascar, des oradours ont été effectivement perpétrés.
décolonisation, je pense qu'il va falloir un jour faire un sort à ce terme pour signifier très clairement qu'il est globalement inadéquat pour rendre compte de ce qui s'est passé après 1945. Parce que le terme, encore une fois, laisse entendre quoi? Qu'il s'est agi d'un doux et lent processus glorieusement dirigé, souhaité ou accepté par la France après la célèbre conférence de Brazzaville. Je voudrais simplement rappeler 2 éléments sur la conférence de Brazzaville, qui se tient dans la capitale du Congo français, en présence du Grand Charles, et je dis là sans ironie, de la fine fleur de la résistance française. Que décide la conférence de Brazzaville? Petite incise avant d'aller au fond. Se posait entre autres une question à la conférence de Brazzaville, c'est l'existence du travail forcé dans les colonies. Qu'est-ce qu'on en fait? On l'abolit immédiatement ou on l'abolit à terme? La sagesse des conférenciers de Brazzaville va être on ne l'abolit pas maintenant, on va l'abolir à terme, mais pas pour le moment, parce que le travail forcé, on en a besoin pour la reconstruction des colonies. C'est la raison pour laquelle Houphouët-Boigny, député français, lassé des atermoiements de l'Assemblée nationale constituante, va déposer une loi en 1946 demandant l'abolition du travail forcé dans un contexte où ses pairs n'en voulaient pas initialement. Je ferme la parenthèse. Ce que décide la conférence de Brazzaville, au-delà, c'est, et la chose est très claire, c'est de la réforme de l'Empire, parce qu'après 1945, c'est effectivement un peu gênant de l'appeler l'Empire, donc on va l'appeler l'Union française. C'est très beau, parce que ça laisse entendre que ceux qui sont dans cette union sont dans cette union parce qu'ils le veulent bien et parce que la France leur accorde la place dans cette union. Mais néanmoins, effectivement, la condition des indigènes change beaucoup parce qu'ils étaient mineurs dans l'ordre politique avant 1945, assujettis aux dispositions d'exception, c'est-à-dire la responsabilité collective et l'alternement administratif, et ils deviennent des citoyens de l'Union française. Merveilleux. Sauf qu'il est précisé que toute velléité de sortie de l'Union française, ou toute possibilité de sortie de l'Union française, ne pourra être décidée que par la métropole. Autrement dit, au moment même où se débat à San Francisco la question essentielle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la conférence de Brazzaville interprète le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme droit des peuples blancs et du peuple français à disposer de lui-même et à disposer des peuples coloniaux. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, le 8 mai 1945 n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est l'application militaire de la doctrine établie à Brazzaville. Et l'objectif étant de signifier aux Algériens, mais pas à eux seuls, que toute velléité de sortie de l'Union française sans l'aval de la métropole sera ainsi sanctionnée par le rétablissement, quoi qu'il en coûte, à ce qu'on n'appelle plus des indigènes, mais des citoyens de l'Union française, de l'ordre colonial. C'est la raison pour laquelle j'ai la faiblesse de croire qu'il me semble totalement inadéquat, aujourd'hui encore, de parler de décolonisation, parce que de même qu'il est inadéquat de parler de la guerre d'Algérie, de même qu'il est inadéquat de parler de la guerre au singulier, il me paraît inadéquat d'utiliser le vocable décolonisation, parce qu'encore une fois, ce qu'il suggère n'a strictement aucun rapport avec la réalité de ce qui s'est passé après 1945 et jusqu'au 19 mars 1962 et les années, disons, du début des années 70 au Cameroun. Je vous en prie. Peut-être... Il semble bien que dans l'enseignement, il y a très peu de choses, hein, et même dans l'enseignement supérieur, si j'ai bien compris. En revanche, si on prend le cas de l'Allemagne, il semble que l'éducation nationale en Allemagne, enfin, après la guerre, a fait un travail important de sensibilisation sur ce qui s'était passé pendant le Troisième Reich. Enfin, c'est ce qu'on dit, je n'étais pas aimé allemand. Et alors, ça peut être étonnant de voir quelle est maintenant la réaction de l'Allemagne qui semble, parmi les nations et les États, les plus réticents à parler
parler de génocide, par exemple, en Palestine. Voilà, donc un avis sur ce genre de paradoxe, peut-être pas. Merci pour votre présentation et pour ces questions. Je regrette que c'est encore un homme qui parle, c'est vrai, du mars, on a vu des hommes qui ont parlé ce soir. La question que je voulais vous poser, vous parlez effectivement de décolonisation, on peut aller plus loin en pensant que même la vision dite post-coloniale permet de lier cette mythologie nationale républicaine dont vous parlez. Et là, j'attire l'attention sur les travaux aujourd'hui de toute l'école sur la période décoloniale, en particulier Malcolm Ferdinand et d'autres, qui travaillent vraiment de cette manière de se soustraire à l'emprise de cette vision dont vous parlez de nationale républicaine, de cette mythologie nationale républicaine. Et du coup, ça me fait poser la question suivante. Vous avez à plusieurs reprises de parler des élites françaises. Et de qui s'agit-il? Parce que dans les élites, vous avez des élites politiques. D'une part, je rappelle toujours à mes étudiants les propos de Jules Ferry, le fondateur de l'école laïque obligatoire, mais qui a cessé d'encenser l'expansion coloniale. Et donc là, on a bien les élites politiques, mais il y a aussi les élites, on n'en parlait pas, les élites économiques et financières, puisque toute l'industrie française a reposé, un, sur le coton, deux, sur les minerais. Et donc là, on a à la fois l'industrie et à la fois la finance. Deuxième composant. La troisième, vous en parlez, c'est celle effectivement de l'hégémonie culturelle. Donc c'est derrière vous, c'est une question. Les élites sont à la fois politiques, économiques, financières et culturelles. Dans les élites culturelles, c'est pour ça que je faisais maintenant référence à toute cette jeune génération avec Malcolm Ferdinand, c'est de mettre en avant le fait qu'effectivement, simplement parler de décolonisation et même de post-colonial, non. La question, c'est de poser les fondements d'une pensée qui soit décoloniale et qui pose la question des problèmes de racisation et autres. Je ne sais pas si ça va être une question, mais elle va l'être sans lettre, parce que tout à l'heure, quand vous avez parlé des livres et le problème culturel, et bon, vous avez dit un certain nombre de choses très importantes, mais la question que je me pose, c'est est-ce que nous pouvons vraiment dire que c'est une question de l'élite? Parce que même si c'est leur question, mais avec les messages et les informations qu'ils diffusent dans la population, ça empêche la population de prendre conscience. Et en plus, d'être parfois contre les gens qui viennent ici, alors que hier, on disait qu'ils étaient ensemble. Je me dis que ça ne peut pas se limiter aux élites. Et aussi, autre chose, en ce moment, j'ai entendu, je ne nommerai pas qui, prétendre, quand même, un historien dit que oui, mais si on veut demander réparation, c'est à qui? Est-ce que les Français aujourd'hui sont prêts à payer, que leurs impôts aillent payer les réparations? C'est quand même une curieuse manière de poser le problème. Je n'ai pas dit vous, hein, c'est quand même une curieuse manière de poser les problèmes. Et de toute façon, je n'irai pas plus loin parce que toutes ces choses, j'ai quand même vécu une partie. Encore une question? Olivier, oui. Quelques remarques pour alimenter ce que tu nous as apporté. Quelques remarques pour alimenter ce que tu nous as apporté. Je voulais savoir si la feuille de chou filmée. C'est pour ma mère. Il y a, ta conférence, elle me fait penser à un adage célèbre. Il y a deux choses qui sont infinies, l'univers et la bêtise humaine.
vous avez tous reconnu Albert Einstein. Alors, peut-être quelque chose pour te rassurer, Olivier. Le croissant que je t'ai offert à la gare, il ne vient pas du relais H, mais il a été offert gratuitement. Donc on a échappé à nos pauvres collectifs. On a évoqué ensemble le projet